ce sera la partie automatisation, c'est terminé. Tout à fait. Donc j'espère que vous n'avez pas fait un malaise. Mais en tout cas, la troisième et dernière partie de cet atelier, c'est justement de voir les leviers qui peuvent être mis en place et qui sont à privilégier pour optimiser votre visibilité également à l'international, parce que je rappelle que c'est quand même le sujet du jour. Donc, à privilégier pour l'international, il va y avoir le référencement naturel, aussi appelé SEO. Il va y avoir le référencement payant, aussi appelé SEA, donc Google AdWords, Facebook Ads, LinkedIn Ads, les emails marketing, les réseaux sociaux, les comparateurs de prix et bien évidemment les places de marché. Donc, pour commencer, le référencement naturel, il faut savoir que la base du référencement naturel, c'est les moteurs de recherche. Et donc, on peut parler de Google comme on veut. Donc, Google, c'est le plus grand moteur de recherche au monde, on le sait. Mais il faut savoir que ce n'est pas le seul et que dans d'autres pays, donc le vôtre, vous allez avoir d'autres moteurs de recherche qui vont être autant populaires, voire plus populaires, comme Yandex en Russie, ou Baidu en Chine, ou Naver en Corée. Voilà. Donc, c'est pas Naver, c'est Naver. Naver. Il est nécessaire donc de comprendre comment la population et quelles sont les habitudes aussi de vos utilisateurs à l'étranger pour justement vous adapter et quels sont les algorithmes qui sont mis en place. Est-ce que c'est exactement pareil que Google? Est-ce que c'est autant orienté mobile par exemple ou pas? Pas forcément. Voilà, donc là c'est important pour vous en tant que e-commerçant qui veut s'externaliser de vraiment vous intéresser aux moteurs de recherche, aux différents moteurs de recherche et comment ils fonctionnent. Au niveau des mots-clés, pareil, donc tout à l'heure on a parlé des boutiques multilangues. Là, ce qu'il faut absolument vous dire, c'est que quand vous allez avoir des mots-clés, donc en France, vous allez avoir des mots-clés et vous allez vouloir mettre ces mots-clés-là, les convertir, les traduire en anglais ou dans l'autre langue, sur votre site pour justement vous positionner en référencement naturel. Donc là, ce qui va être la grosse erreur, c'est de faire appel à Google Traduction, qui ne va pas vous permettre d'être assez précis sur vraiment qu'est-ce qui est utilisé, le jargon qui est utilisé par les gens, parce que c'est eux qui vont chercher. Il faut se mettre à la place des utilisateurs dans les pays concernés. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement faire appel à une personne native ou à une personne qui vit, encore mieux, une personne qui vit dans le pays ciblé pour justement lui dire, bon ben voilà, par exemple, pull, pour vous, quelles sont les différentes manières de dire pull et comment est-ce que les utilisateurs peuvent chercher ce mot-clé et comment est-ce que moi je peux le travailler avec mon contenu et ma traduction. Donc là aussi, mon contenu, je le fais traduire, mais pas par Google Traduction, je le fais traduire par des gens qui sont directement natifs de là-bas. Alors, ce qui peut être intéressant aussi de dire, c'est que Google Traduction peut quand même s'en servir. Tout à l'heure, on a parlé de la partie CRM. Oui. Donc, en fait, la CRM, c'est la relation client. Quand vous développez vos ventes à l'international, vous allez devoir répondre à vos clients. Donc, c'est bien de faire traduire des emails. Et ce qui est bien de faire, c'est ce qu'on a fait nous dans le back-office, c'est qu'on a connecté les messages directement à Google Traduction via l'API Google Traduction, qui est l'API Google général en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le client vous écrit dans une langue que vous ne comprenez pas, vous appuyez sur un bouton, ça vous le met en français, vous pouvez répondre, vous appuyez sur un bouton et ça va traduire dans sa langue. Alors l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une personne dans chaque pays qui va pouvoir traduire les différents éléments, ça va donner une réponse, on va dire, un peu bien. C'est pas forcément le top. Oui, c'est ça. Donc dans le cadre d'un suivi client de commande, là vous pouvez faire appel à Google Traduction. C'est pas grave, on vous tiendra pas à rigueur si vos mots sont pas hyper adaptés. En automatique. Mais en tout cas, quand il s'agit de se positionner sur des mots-clés, peut-être que Google Traduction ne sera pas assez pertinent. Voilà. Peut-être, tu dis peut-être faire plaisir, mais le faites surtout pas. Ne le faites pas. Voilà, il faut savoir quels mots-clés chercher par les gens pour se positionner. C'est pas vous qui allez créer des mots-clés pour dire je crée des mots-clés. Il faut savoir ce que les gens recherchent. En fonction de ce qu'ils recherchent, il faut adapter votre contenu. Ok, donc sinon, après vous avez les liens. Donc les liens, on ne sait pas vraiment, même en France, qu'est-ce qu'il en est sur les liens. Est-ce que c'est bien d'avoir des liens qui pointent vers notre site ou pas? Voilà, ça c'est encore un peu confus. Ça l'a été, ça ne l'est plus vraiment. Du coup, dans tous les cas, il faut privilégier la qualité au détriment de la quantité. Donc si jamais vous avez quand même de quoi faire un partenariat ou un échange de liens avec un site qui parle de votre thématique, un site étranger sur lequel vous ciblez
le pays, faites-le. Après, on ne vous garantit pas que c'est ça qui va vous apporter énormément de positionnement en termes de SEO. Alors, il faut quand même savoir que ce fameux lien, le fameux PageRank de Sergey Brin et Larry Page qui a monté le PageRank, c'est l'algorithme de classement qui a fait le succès de Google quand même à la base. Donc c'était vraiment le truc super important, les liens. Avant, les moteurs aspiraient, ils comptaient les mots. Google, il faisait pareil, il aspirait, il comptait les mots. Mais aussi, regardez les différents liens, la qualité, le link juice, la notoriété, blablabla, blablabla. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des liens. Hein. Nous, par exemple, des fois, il y a des gens qui parlent de nous, ils nous disent, on vous fait un lien, quel mot-clé vous voulez mettre. On leur dit, parlez de nous. Mais ne mettez pas de lien. Il n'y a même pas de lien vers notre site. Il y a juste marqué Market Academy. Et Google, il le voit, ça. Il voit que sur Facebook, ça parle de nous. Il voit que sur YouTube, il y a des milliers de personnes qui regardent nos vidéos. Donc, il voit cette sémantique, cette bulle autour de nous. Le piège, par exemple, en termes de lien, c'est de faire un compte Facebook et de ne pas l'animer. Si vous avez un stagiaire, alors prenez un stagiaire qui fait des publications pendant 2 mois et qu'après, pendant 3 semaines, vous n'avez plus de publications sur votre page Facebook, clairement, c'est une marque morte. Vous imaginez l'image d'une marque morte? Donc, c'est super dangereux. On voit plein de gens avec des comptes Facebook où il n'y a rien. Ouais, il y a le chat, l'aspirateur, la mémé, le lave-vaisselle, toujours pareil, quoi, la chute, vidéo gag et tout. C'est pas ça. Il faut être des pros, il vaut mieux rien faire. Il vaut mieux fermer la page. Là, par exemple, je cherche la pédale, tu vois. C'est pas vrai, voilà. Ensuite, donc, on en a déjà parlé aussi plusieurs fois dans d'autres contextes, mais en tout cas, dans le référencement naturel, pareil, il faut faire un focus sur le mobile, parce qu'on a vu que certains pays comme l'Espagne et l'Italie sont principalement attirés par le mobile. Donc, il est indispensable de savoir comment est-ce que les algorithmes des différents pays se comportent et comment est-ce qu'on peut se positionner sur mobile également. Très important. Donc, quelques conseils pour le référencement naturel. Si vous souhaitez vous lancer à l'international, il faut mettre en place 2 actions que vous pouvez faire immédiatement. C'est de vérifier votre site sur Webmaster Tools, donc c'est la Search Console de Google, pour tous les moteurs de recherche hors Google et Bing, et de vérifier votre tableau de bord Analytics pour voir s'il y a une page particulière sur votre site qui reçoit des visites depuis l'international. N'hésitez pas à vous former. Il y a une boîte qui s'appelle Eleform qui fait des formations en ligne. Vous payez un abonnement mensuel, je crois que c'est 40 ou 50 € par mois, je ne sais plus exactement. Et vous avez des formations analytiques, des formations Webmaster Tools. Donc allez-y, ça prend du temps, mais il faut le faire, il faut apprendre, il faut que vous sachiez de quoi vous parlez. Voilà, vous ne pouvez pas discuter avec des prestataires comme nous si vous n'avez pas un minimum de langage et de savoir quand même derrière. C'est super important. Le référencement naturel en payant SEA, donc on a Bing Ads. Bing Ads, c'est comme Google AdWords, c'est pareil. L'avantage, c'est qu'il y a un outil dans Bing qui vous permet d'importer vos campagnes Google AdWords de façon super simple. Ads comme advertising. Là, on parle au coût par clic, le CPC. Okay. Viadeo, on n'entend plus parler de Viadeo aujourd'hui du tout, pas trop. Snapchat, aujourd'hui, vos consommateurs de demain, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont sur Snapchat, ils sont sur Pinterest, ils sont sur Instagram. C'est là qu'il faut commencer à les taper avec vos marques pour qu'ils soient présents. Waze, c'est super important. Il m'est arrivé un truc de fou. J'étais avec ma femme en vacances la semaine dernière, je suis avec Waze au feu rouge et d'un coup, Waze me dit à 500 mètres à droite, petit cabecou de chèvre artisanal bio. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur y aller et je suis allé acheter des petits fromages bio fermiers. Et le soir, je me suis fait les fameuses briques que j'ai mangées à midi d'ailleurs, tu les as vues? Ah oui. Voilà. Donc en fait, j'étais dans Waze, il m'a dit voilà, à 500 mètres de là où tu es, Google m'a segmenté parce que Waze, ça a été racheté par Google, je crois 6 milliards d'euros il y a 1 an. Donc c'est comme Maps, il a dit oulala, lui c'est un gourmand, je suis dans une intention d'achat de nourriture chez mes courses en ligne et compagnie, donc il m'a proposé le fromage de chèvre et je suis allé l'acheter. Donc Waze, ça a travaillé en géolocalisation, c'est super précis. Je vais vite. Il y a Facebook ça marche bien, c'est dur pour les ventes en direct, par contre c'est bien pour créer une communauté, créer des fans, et oublier les chats et les chiens, c'est vraiment des fans qui aiment votre marque, des ambassadeurs de marque. YouTube c'est monstrueux, à YouTube il faut le dire. YouTube en cette année, c'est données Médiamétrie, c'est 75% du trafic internet. Ça veut dire que 75% des gens qui sont sur internet, le trafic, c'est YouTube, c'est là que ça se passe. Nous, on fait nos vidéos, on ne fait pas les vidéos pour faire plaisir à tout le monde, on fait pour partager le contenu, mais ça apporte de la notoriété. Donc, YouTube, c'est énorme. YouTube, c'est la 5e chaîne aujourd'hui. On a prévu des slides sur YouTube, on fera un sujet dédié à YouTube, avec YouTube, donc qui viendront ici vous présenter les différentes solutions avec AdWords. Ils viendront d'ailleurs d'Irlande ou de Paris, en fonction d'eux. Bref, on verra. C'est qui, Yann? Bon, on verra. En fait, c'est pour dire que YouTube, c'est la 5e audience. C'est-à-dire, si on prend TF1, M6, France 3, YouTube se positionne aujourd'hui la 5e position avec 12,50 minutes de visionnage par jour minimum. L'avantage, c'est que c'est extrêmement international. Eh oui. Donc, du coup, c'est vrai qu'une pub que vous allez faire sur YouTube, c'est des centres d'intérêt. Donc, ça peut être des centres d'intérêt dans différentes langues. Et du coup, si votre pub est bien adaptée, vous pouvez largement faire... C'est ça.
Donc faites vos vidéos, mettez-les en avant. Après, on peut trouver des youtubeurs, on les voit toutes là en train de se faire tester les sèche-cheveux, les tresses, machin et tout. Ils reçoivent des produits L'Oréal, ils font des contrats, donc on peut en vivre vraiment. Et créer vos vidéos. N'hésitez pas à envoyer à des youtubeurs des produits pour qu'ils les testent et compagnie. C'est bien d'avoir ce côté humain. Et on a parlé de Twitter et compagnie, donc ça c'est le payant, c'est important à exploiter. Et toujours mesurer le retour sur investissement. Je mets 10 euros, je dépense 10 euros, combien ça me rapporte? Hein? L'email marketing, bon, c'est un sujet facile. En général, l'email marketing, je parle pendant une demi-heure. Donc, je vais en parler rapidement. L'email marketing, il y a l'acquisition, la fidélisation. Donc, on peut envoyer des emails. Donc là, il y a une vidéo, je crois, sur l'email marketing qu'on a fait. Il y a différentes techniques. N'oubliez pas de faire des segments. N'oubliez pas de rafraîchir votre base de données. N'oubliez pas de ne pas harceler les gens. Donc, email marketing, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et un conseil, quand vous envoyez un email, envoyez d'abord au segment qui a le mieux marché. Ça veut dire, si j'ai une base de données de 100 000 personnes et que j'ai 30% de taux d'ouverture, je vais faire en sorte d'envoyer 30%, donc c'est 30 000 emails en premier avec un segment, et d'envoyer la suite pour éviter de me faire spammer, éviter les mots gagnés, participer, recevoir, jouer. C'est des mots spam, vous avez des points, et quand vous avez trop de points, vous passez en spam, voire les emails ne sont pas délivrés. Il faut une adresse IP de qualité, n'harcelez pas les gens, et séparez vos emails transactionnels sur le site pour la commande des emails de routage. Par exemple, il y a Mailchimp, qui est une boîte sérieuse aujourd'hui, il y a Mailjet aussi, qui est sérieux, mais Mailchimp, par exemple, ils ont Mandrill App, c'est une application qui permet d'avoir un SMTP pour envoyer les emails transactionnels via une IP que pour ça. Ça permet de ne pas brûler votre réputation de l'IP. Et vous avez sur Google, vous tapez réputation IP email et vous avez des outils pour voir si vous avez déjà brûlé votre IP. Ensuite, donc, vous avez les réseaux sociaux, donc très connus. Donc là aussi, présence internationale, donc vous n'avez pas trop de soucis à vous faire sur le fait de communiquer dessus. Donc vous avez Facebook, LinkedIn, YouTube, on en a parlé, SlideShare, Snapchat, Instagram. Donc voilà, selon votre... J'ai vu la chouette. Selon votre univers, vous pouvez plus ou moins vous positionner sur certains réseaux sociaux. Et donc, en effet, Hootsuite, c'est quoi? C'est un outil qui vous permet de publier en masse, on va dire, sur plusieurs réseaux sociaux en même temps, votre contenu. Et de programmer à l'avance. Voilà, de le programmer. De retweeter tout seul. C'est ça. C'est la magie. Voilà, c'est très bien. Ça fait gagner beaucoup de temps pour vos community managers. Les comparateurs de prix, ils sont presque tous, j'allais dire morts, ils sont presque tous pas bien. Shopping, qui est très agressif aujourd'hui. Twenga, qui est devenu plus une régie publicitaire à dehors, ils vont plus donner du conseil. Quel coût le guide acheter facile, je ne vais pas les critiquer. Il y a moyen d'avoir un petit peu des ventes, donc il faut voir avec eux en fonction d'eux. Shopping, n'oubliez pas, aujourd'hui, Google favorise le prix de vente. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous mettez un coût par clic plus élevé que vous allez être premier. Aujourd'hui, Google favorise le prix du produit avec le transport le moins cher et si possible géolocalisé. Par exemple, si je tape Cook Expert à Magimix maintenant, il me dit voilà, il y a boulanger à plan de campagne, donc à 1 km d'ici, qui a le produit en stock, vas-y tout de suite. Donc on est prêt à payer plus cher pour avoir un produit immédiatement. Voilà, renseignez-vous quand même sur les comparateurs de prix à l'étranger, parce qu'il y en a, bon, déjà certains qui sont en France, mais aussi qui proposent à l'étranger, donc ça permet une économie de temps parce que c'est juste des flux. N'oubliez pas aussi de choisir selon le positionnement du comparateur de prix sur vos mots-clés et votre secteur d'activité. Donc il y a plusieurs comparateurs de prix étrangers qui existent et selon les pays, c'est plus ou moins bien fréquenté, donc n'hésitez pas à vous concentrer là-dessus. Les places de marché, donc c'est important de le dire. Les places de marché principales, donc on a Amazon, Cdiscount, Fnac, eBay, Voyage SNCF, c'est une place de marché voyage par contre. Donc là, on va avoir Amazon 18 millions de visites par mois. C'est une couverture en moyenne de 37% de la population avec 2 millions de visiteurs par jour. Donc il y en a plusieurs. Il y a Galeries Lafayette, il y a Amazon, il y a Fnac, il y a Darty. Aujourd'hui, il y a Iceberg qui permet de faire des marketplaces. Il y a Miracle qui est également une API RST pour gérer les marketplaces. Donc il y a de plus en plus de marketplaces dans la santé et compagnie. Je crois qu'on en a 4 ou 500 là tout à l'heure. Donc je me répète. Donc développer ces axes. Par contre, n'oubliez pas. Il y a de plus en plus de vendeurs sur les marketplaces, vous êtes de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus d'offres, donc c'est de plus en plus concurrentiel. Donc le but c'est de faire de l'argent en marketplace et après d'investir sur son site en direct pour faire son cash flow. La stratégie marketplace c'est bien pour lancer un site. Ça nous arrive des fois de lancer des sites. Surtout que comme on a vu jusqu'à maintenant quand même, vous avez la partie internationale où il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place pour pouvoir vraiment que son site existe en tant que tel à l'international. Donc c'est vrai que c'est un très bon levier. On voit quand même que en France il y a eu 9% du marché e-commerce total en France qui a été fait par les places de marché, donc ça prend énormément de place. Et à l'étranger également, parce que comme on le voit dans la slide suivante, il y a d'autres places de marché par pays, donc c'est pas forcément celle que nous on a en France, mais en tout cas on a voilà au Royaume-Uni on a Asos, on a voilà bon, on a aussi Amazon, eBay, voilà on a ePrice pour l'Italie, Cdon pour tous les pays nordiques, Auto pour l'Allemagne, voilà. Donc après à vous de vous adapter en fonction
fonction d'eux et de privilégier quand même les places de marché dans un premier temps. Merci Lengo pour les sources. Voilà, merci Lengo. Lengo qui est un agrégateur de flux qui permet de récupérer les commandes, donc on travaille avec eux, avec d'autres également. Donc il n'y a pas de souci. Il y a ce qu'il faut aujourd'hui dans quasiment les pays principaux. Alors c'est vrai que là, c'est pas trop développé. Et là, ça risque d'être compliqué parce qu'il n'y a pas de route. Mais bon, voilà, c'est les principales. Après, il y a des mises en place d'autres marketplaces plus petites qui sont compliquées. Donc il faut penser au coût d'intégration, à la gestion et compagnie. Les avantages. Pardon. Vas-y. Non. Les avantages. Non, vas-y. D'accord. Donc, au niveau des places de marché, pourquoi est-ce qu'on en parle principalement là et qu'on finira sur ce point-là? Parce que, tout simplement, quand vous voulez partir à l'international, c'est évident que c'est la première chose à faire, hors votre site. Parce qu'il y a de fortes audiences, parce qu'il y a une bonne notoriété en général de la marketplace, donc à vous de déterminer lesquelles sont les plus pertinentes pour vous. Les moyens de paiement sont adaptés, on a vu que ce n'était pas toujours les mêmes moyens de paiement qui étaient appréciés selon les pays. Les relations sont déjà établies avec des fournisseurs de services tels que des transitaires et des commissionnaires en douane. Les maîtrises des coûts d'acquisition est certaine. Il n'y a pas d'investissement dans la traduction des sites ou dans un premier temps, donc ça permet vraiment un gain en temps et en économie. La possibilité de tester rapidement ces produits hors de ses frontières. Très bien. Ensuite, on a les places de marché, ce qu'il faut anticiper. Donc, anticiper la logistique, où je stocke mes produits. Okay. Comment ça va marcher? Comment on va gérer les retours? Et comment on va gérer le retour, c'est un bon problème parce que quand vous avez un produit qui est parti à Pétaouchnok ou à Bebelwed, il faut qu'il revienne ce produit, donc il part où? Donc il va y avoir des coûts logistiques importants. Donc on peut stocker des produits en fonction des stocks et des API logistiques dans différents pays, mais il faut également penser au retour. Okay, sachant que les marketplaces comme Amazon aujourd'hui ont mis en place des outils qui permettent d'évaluer le retour. Ça veut dire si le mec qui fait le retour, ou si la personne du service client qui fait le retour est désagréable, mauvaise note, et là votre note vendeur global baisse. Vous verrez si vous êtes vendeur marketplace, dans le seller central Amazon, vous verrez qu'il y a un truc bêta marqué évaluation des retours clients. Le service après-vente, pareil, il faut gérer le service après-vente. Donc soit vous le gérez vous, soit vous trouvez les distributeurs ou les marques ou les points qui vont le gérer. Le contenu, c'est super important. Content is king, c'est la qualité. Les différents moyens de paiement, c'est dommage de vendre dans un pays sur lequel vous ne pouvez pas encaisser. Pour vendre, il faut encaisser. Non Ou alors vous pouvez offrir des produits. Si vous faites une vente, une boutique en ligne pour offrir des produits, succès total. Hein. Pas besoin de moyens de paiement du coup, pas d'argent. Et la localisation de l'entreprise, c'est super important. Si par exemple vous faites un site avec Wix pour développer votre activité, vous aurez une adresse IP chez Amazon en Virginie, aux États-Unis. Donc est-ce que Google va vous mettre en avant en Provence si mettons vous faites de la location de panneaux à LED et que vous êtes hébergé chez Wix sur votre site avec une adresse IP en Allemagne, ça va être un peu difficile en termes de géolocalisation parce que Google veut forcer là-dessus. Donc ça peut être bien et pas bien, mais on ne peut pas tout avoir. Non. Voilà, donc la conclusion finale, c'est sur les aspects essentiels de la vente à l'international, c'est d'étudier d'étudier les coûts en termes de logistique, d'appliquer des moyens de paiement adaptés, d'adapter le contenu en fonction du pays, de cibler des marchés internationaux en fonction de la typologie des produits, donc au niveau de l'utilisation, la législation locale, des ressources existantes, d'assurer le service client dans la langue locale, la traduction de contenu, on l'a vu, de faire une étude de marché sur les produits demandés sur ce marché et la concurrence et les prix, les différences culturelles, climatiques et linguistiques qui doivent être prises en compte, et également fixer des prix compétitifs, donc prendre en compte le prix d'achat et les coûts d'expédition du produit sans oublier les taxes et les droits de douane, respecter des règles de communication, donc traiter les questions des clients dans la langue du site et de vérifier la législation, les normes et dispositions en vigueur, douane, fiscalité, droit de propriété intellectuelle, etc. Donc ça fait quand même beaucoup de choses à penser, mais en tout cas, c'est ce qu'il faut mettre en place, c'est ce qu'il faut avoir en tête quand on fait... Conclusion, c'est la page blanche. Okay, ça veut dire que vous êtes maître de faire ce que vous voulez et faites ce que vous avez envie en fait. Hein. Oui, voilà. Donc là, on vous a exposé de toute façon tout ce qui pouvait être faisable et comment est-ce que vous pouviez commencer à vous internationaliser. Après, voilà, ce sont que ici des conseils, à vous d'appliquer ou pas. Les différentes actions, vous enterrez de prestataires ou de ressources chez vous compétentes qui pourront vous aider. C'est ça.
N'hésitez pas à visiter notre chaîne Market Academy si vous êtes déjà dessus. Aujourd'hui, on n'est pas loin des 300 tutos, il me semble. Donc, on a plusieurs nouvelles. Déjà, j'aimerais bien que Laurent, Thomas et Jean-Michel, vous veniez ici rapidement pour qu'on vous voit. Allez-y, venez. Quand même, ils ont participé. Jean-Mi aussi vient, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc on a Thomas à ma gauche, Sophie à ma droite. Voilà, donc notre web designer, monteur, Laurent, monteur, cadreur, et Jean-Michel, notre directeur technique. Donc, ils ont tous participé à l'élaboration de ces slides. On les remercie. Merci à tous, je vous applaudis. Applaudissez tous, c'est la fête à la maison. Voilà. On aimerait bien bientôt vous proposer, on aura une surprise, donc on va attaquer le direct, parce que faire des vidéos, ça prend du temps, il faut des... Tu es bien grande, toi. Faire des vidéos, ça prend du temps, beaucoup de ressources, et on va bientôt attaquer le direct. Donc on va déterminer un moment dans la semaine où on va faire du direct avec vous et faire venir différentes sociétés, prestataires comme Amazon, Cdiscount, Avis Vérifié, AdWords, pas pour qu'ils vous vendent des choses, mais simplement pour que vous puissiez voir les possibilités, parce qu'aujourd'hui la vidéo c'est super important. En tout cas, on aime ce qu'on fait, on aime partager avec vous, et encore merci de nous écouter, et abonnez-vous. Vous abonnez pas, me parlez plus, c'est pas la peine. Et si vous passez dans le coin, on est Aix-en-Provence, on est bien, n'hésitez pas, les sushis, moi c'est saumon. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir, à bientôt. Au revoir.